Le président américain Joe Biden s'est déclaré convaincu vendredi que Vladimir Poutine avait décidé d'envahir l'Ukraine. Nous avons des raisons de croire que les forces russes prévoient et ont l'intention d'attaquer l'Ukraine dans la semaine à venir, dans les jours à venir. Nous pensons qu'elles viseront la capitale de l'Ukraine, Kiev, une ville de 2,8 millions de personnes innocentes. Mais je le répète, la Russie peut encore choisir la diplomatie. Il n'est pas trop tard pour désamorcer la situation et revenir à la table des négociations. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré ses homologues britanniques et allemandes vendredi à la conférence de Munich sur la sécurité pour renforcer le front occidental face à Moscou. Il doit rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov jeudi prochain. D'après le Pentagone, Moscou dispose de 190 000 hommes aux abords de l'Ukraine. 40 à 50% de ses troupes seraient en position d'attaque, selon Washington, alors que les heurts se sont intensifiés dans le Donbass. Toute la journée de vendredi, les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne se sont accusés de violer la trêve en vigueur et d'user d'armes lourdes. L'OSCE, chargé d'observer le cessez-le-feu dans la région, a constaté une hausse significative des tirs. Selon les États-Unis, ces heurts seraient provoqués par la Russie et pourraient permettre de justifier une offensive de plus grande ampleur. Conséquence de ces troubles, les deux républiques séparatistes autoproclamées dans le Donbass ont annoncé l'évacuation des civils vers la Russie. Vladimir Poutine a par ailleurs ordonné le versement d'une somme d'argent à chaque personne quittant ces zones. Moscou se pose en défenseur des populations russophones dans la région, la plupart disposant de passeports russes. Kiev dénonce pour sa part des manipulations et une guerre de l'information. Le secrétaire national de la sécurité ukrainienne a réagi. Aujourd'hui, 2 personnes ont fait des déclarations concernant une évacuation des citoyens des régions de Louhansk et de Donetsk. Comme si l'armée ukrainienne prévoyait d'attaquer Donetsk et Louhansk pour récupérer nos territoires. Je peux dire que ces déclarations n'ont rien à voir avec la réalité. Vladimir Poutine doit superviser personnellement des manœuvres militaires de grande ampleur samedi, un processus d'entraînement tout à fait régulier, selon le porte-parole du Kremlin. Après l'Irlande et le Royaume-Uni, la tempête Eunice a frappé le nord de la France vendredi. Au moins 6 personnes ont été gravement blessées dans des accidents de la route, essentiellement liés au vent. 75 000 foyers étaient toujours privés d'électricité samedi matin dans le nord du pays et le trafic des ferries traversant la Manche a été interrompu. En Belgique, dans la ville de Tournai, cette grue n'a pas résisté au vent et s'est écroulée sur un hôpital, endommageant le bâtiment. Le grutier est le seul blessé. La tempête a perturbé le trafic ferroviaire belge avec des trains quasiment à l'arrêt vendredi après-midi. Selon le bilan réalisé samedi matin, 9 personnes sont mortes dans la tempête au Royaume-Uni, en Irlande ainsi qu'en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Près de La Haye, justement, ces personnes se sont rendues sur le front de mer malgré les vents forts. Des vents qui ont emporté une partie du toit du stade de l'équipe de football de La Haye. En Irlande, un employé municipal est décédé alors qu'il était vraisemblablement en train de dégager une route après la chute d'un arbre. Preuve de l'intensité de la tempête Eunice, les autorités britanniques ont émis pour la première fois un niveau d'alerte rouge dans le sud du pays. À plus de 50 km au nord de Corfou, les sauveteurs s'activaient ce samedi pour tenter de retrouver les 12 passagers portés disparus depuis 24 heures dans l'incendie qui continue de faire rage à bord du ferry de la compagnie italienne Grimaldi. Vendredi, 280 personnes avaient été secourues. Les rescapés ont passé la nuit à l'hôtel ou à l'hôpital pour une dizaine d'entre eux. Tous sont encore sous le choc. Nous avons attendu pendant 4 heures avant que les sauveteurs n'arrivent. Nous étions dans les flammes, dans la nuit. Nous ne sentions que le feu sous nos pieds. 250 personnes criaient, hurlaient. Certains se jetaient à la mer. Certains de nos amis sont toujours portés disparus. Nous ne savons pas où ils sont.
Le navire s'est embrasé après son départ du port grec d'Igoumenitsa. Il était en route pour Brindisi, en Italie, avec au moins 290 personnes à bord. Parmi les disparus figurent 7 Bulgares, 3 Grecs, un Lituanien et un Turc. Des milliers d'Afghans sont réfugiés dans cette station balnéaire albanaise. Voilà un peu plus de 5 mois que les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan. Et quand ces réfugiés ont réussi à fuir, ils sont arrivés dans cette ville au bord de l'Adriatique. C'est le pays le plus accueillant que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai voyagé dans des pays voisins de l'Afghanistan comme l'Inde et le Pakistan, mais quand je suis arrivé ici, je me suis senti comme chez moi. L'Albanie, le Kosovo, la Macédoine du Nord et le Canada sont les seuls pays à avoir répondu à l'appel du gouvernement américain et accueilli des réfugiés afghans. Les évacuations ont dans une grande partie été organisées par les États-Unis. Environ 2400 réfugiés sont arrivés en Albanie en août de l'année dernière et doivent y rester jusqu'au traitement de leur demande de visa d'immigration vers les États-Unis ou le Canada. Ottawa a conclu des accords et déjà accordé environ 300 visas. Les autres réfugiés sont dans l'attente. Pour les États-Unis, les réfugiés doivent avoir ouvert un dossier avant de partir. Sans ce dossier, il est difficile de faire une demande d'ici et d'espérer que les États-Unis vous acceptent comme réfugié. En revanche, le Canada est une bonne option et les procédures sont courtes et pas aussi compliquées que celles des États-Unis. Le Canada est un peu plus rapide dans le traitement des demandes de visa. Nous sommes tous ici depuis 5 mois et avons commencé notre demande il y a environ 3 mois et demi. Il n'y a aucune garantie que tous obtiendront un visa. Le gouvernement américain n'a pris aucun engagement. Officiellement, le séjour des réfugiés afghans en Albanie est parrainé par 12 organisations américaines à but non lucratif, dont certaines étaient leurs employeurs en Afghanistan. Ma famille est toujours abandonnée en Afghanistan. Je suis en contact avec eux par téléphone. Ils vont bien, mais je m'inquiète pour eux. Ils sont a priori en sécurité, mais personne ne sait ce qui peut se passer dans le futur. Pour l'instant, ces quelques milliers de réfugiés afghans n'ont rien d'autre que l'Albanie. Les Albanais sont des gens bien. Quand on va faire du shopping, ils sont pleins d'amour. Des gens très bien. La 15e édition du Festival international d'hiver des arts a démarré à Sotchi, dans le sud de la Russie. Comme à son habitude, le programme du festival est très varié. Classique, jazz, ballet, productions expérimentales et bien sûr des avant-premières. En ouverture du festival, la désormais traditionnelle pièce de théâtre musicale intitulée « Ne quitte pas ta planète », créée ici même en 2016. Un succès phénoménal qui fait salle comble à chaque représentation. L'œuvre est basée sur l'histoire du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et met en scène Konstantin Kabensky, un comédien qui joue seul tous les rôles. Qu'est-ce qui attend une personne lorsqu'elle se retrouve dans un désert sans fin, une mort inéluctable ? Et pour renaître, il faut se confesser à soi-même, c'est très simple. Et cette confession est énoncée par Saint-Exupéry. Et on la donne comme un conte de fées pour enfants parce que c'est plus facile. Mais en fait, c'est loin d'être un conte de fées pour enfants. Et nous avons essayé de raconter la confession d'un homme. L'orchestre de chambre Les Solistes de Moscou, dirigé par Yuri Bashmet, accompagne l'œuvre pendant la représentation. Il s'agit bien sûr d'un spectacle solo. Constantine le dirige du début à la fin, mais la musique n'est pas seulement un fond. Elle joue un rôle, et pas seulement une sorte de rôle épisodique. Elle joue le deuxième rôle principal. Le festival réunit une pléiade de musiciens de renommée mondiale. Le chanteur autrichien Max Emanuel Zencic, décrit comme le meilleur contre-ténor de notre temps par le magazine Opernwelt. Il explique pourquoi il a choisi les airs de Mozart pour ce festival. Il y a un concours de jeunes compositeurs dans ce festival et j'ai pensé que c'était une bonne idée d'apporter quelque chose que le jeune Mozart a joué à Milan.
Des spectacles à voir à Sotchi jusqu'au 27 février.